Bonjour et bienvenue sur ce webinaire spécifique sur moi, manager leader. Quels sont mes outils pour favoriser mon bonheur au travail et celui de mes collaborateurs? Alors, avant de démarrer, je vous propose dans le petit chat à droite de voir si vous êtes tous là et si surtout vous m'entendez bien et vous voyez bien la présentation. Donc, si vous pouvez marquer oui. Ah oui, je vois Corinne oui, Raphaël oui. Voilà, deux, trois qui ont un petit peu de problème de connexion, voilà, ça a l'air d'être réglé. Ok, alors on va démarrer et donc du coup, qu'est-ce que l'on va voir aujourd'hui ensemble? Ce que je voudrais faire partager avec vous, c'est le lien entre la science et la question du leadership. Quelles sont aujourd'hui les découvertes sur la question du leadership et comment, en termes de comportement clé, on peut acquérir un meilleur leadership qui va nous amener vers un meilleur bonheur. Et puis, quelques petits exercices ensemble. Et ensuite, j'aurai une proposition à vous faire pour la suite. Alors, en quelques mots, qu'est-ce qui m'a amené à traiter du leadership? Tout simplement parce que j'étais moi-même manager, manager opérationnel, manager de direction dans différentes fonctions, chef d'entreprise, et puis de fait, ça m'a posé la question en tant que facilitateur aujourd'hui d'efficience durable d'un certain nombre d'organisations, c'est de trouver des éléments qui sont factuels, qui fonctionnent et qui permettent quelque part d'avoir la recette gagnante en termes de leadership. Et c'est pour ça que je voulais partager cette réflexion avec vous. Le premier point d'ailleurs qu'on peut partager en termes de bonheur au travail, c'est comment est-ce qu'on s'en parle, ou en tout cas qu'est-ce qu'on fait comme recherche. Et on s'aperçoit aujourd'hui, si on prend une statistique entre 78 et 2003, qu'en 78, 10 000 recherches étaient faites sur la dépression, 16 000 sur l'anxiété, mais seulement 100 sur le bien-être. En 2003, 90 000 sur la dépression, 73 000 sur l'anxiété, mais que 4 000 sur le bien-être. Donc, ce que l'on peut voir, c'est qu'effectivement, on s'intéresse d'abord plus au malheur qu'au bonheur. Alors, on ne va pas faire un état d'art complet de la recherche, mais ce qui est important, c'est quand même que la recherche nous permet d'avoir une certaine prédictivité et consolidation de ce qu'on peut faire derrière. Donc, ça nous éclaire quand même sur comment y arriver et comment se situe le bonheur. Alors, même si on s'intéresse d'abord au malheur par rapport au bonheur, on peut quand même se dire que c'est quelque chose qui est assez important dans le domaine du travail. Et du coup, comment est-ce que ça se fait? Tout simplement, on commence toujours par parler aujourd'hui plutôt sur une appréhension managériale par le risque. On aborde d'abord le risque. Alors en 91, il y avait l'obligation de sécurité qui oblige l'employeur à mettre en place des éléments importants en termes de risque. Si on prend l'article L4121-2, on est sur de la prévention à caractère général, mais qui là encore une fois met en avant la question du risque. La loi européenne en octobre 2004 et puis ensuite traduite en juillet 2008 en France sur le stress nous aborde la question du stress au travail et pas du bonheur au travail. Et enfin, l'article L1152-1 sur le harcèlement moral de avril 2007, là aussi aborde la question de façon, on va dire, plutôt défensive que d'une façon offensive. Alors, en même temps, quand on aborde la façon du leadership ou du management à travers le risque, forcément, ça nous amène à parler du malheur, de la maladie, du soin. Et donc, on s'intéresse à comment soigner, mais très peu à comment créer du bonheur. Et tout le changement de modèle aujourd'hui qui devient important, c'est comment créer de la croissance et comment se focaliser sur les conditions du bonheur et non pas les conditions du malheur. Parce que traiter le malheur, il est déjà là. Traiter les conditions du bonheur, c'est créer les conditions favorables à un meilleur épanouissement, une meilleure croissance, et de fait arriver à un moment donné à pouvoir avoir des collaborateurs qui sont dans une meilleure puissance. Donc la question du bonheur, elle se situe vraiment dans cet environnement-là, et la science qui émerge aujourd'hui, c'est la science du bonheur. Et donc, on a aujourd'hui des progrès scientifiques importants qui se focalisent pour le coup sur la question du bonheur et comment est-ce qu'on arrive au bonheur.
Alors, on a les neurosciences, la psychologie positive, la systémique, tout un ensemble de corpus autour de ça, qui n'est pas nouveau puisque on avait déjà dans les développements scientifiques, dans la psychologie humaniste avec Carl Rogers, Abraham Maslow, un certain nombre d'apports importants. Mais aujourd'hui, on a un corpus à la fois anglo-saxon, mais aussi français avec Jean Cotreau, Jacques Lecomte, assez important sur la question des sciences du bonheur et quelles sont les conditions qui font que ça arrive. Alors c'est extrêmement intéressant pour nous en termes de leadership parce que comme leader, si je travaille effectivement sur la question du bonheur, ben on va voir qu'on a un certain nombre de bénéfices non négligeables, contrairement à si je travaille que sur la question de risque. Pour autant, on a une grande focalisation aujourd'hui sur pourquoi est-ce qu'il faut travailler en tant que leader sur la question du bonheur. Une étude d'un cabinet économique leader mondial des solutions d'optimisation a fait une grande étude sur à quoi ressembleront les RH en 2018. Et cette étude nous montre qu'il y a 4 grands bouleversements qui induisent finalement ces bouleversements euh, et ces transformations. La transformation numérique. Euh, D'ailleurs, on voit bien qu'en termes de webinaire aujourd'hui, ça transforme un peu nos rapports. Euh, Vous êtes là plus de 180 à peu près, et voire un peu plus, là je vois que ça augmente d'inscrits. On n'aurait jamais pu faire ça dans un temps aussi court si on avait été effectivement sans numérique. Mais en même temps, ça accélère aussi le temps avec les smartphones, avec tout ce qu'on a autour, les emails, et donc une pression parfois accrue en termes de gestion du stress, par exemple. Autre élément que ressort cette étude, c'est la gestion d'une manœuvre multigénérationnelle. Alors on parle de la génération X, de la génération Y, de la génération Z. Demain, on aura d'autres générations. On voit que les comportements intergénérationnels sont assez complexes et ça augmente effectivement les pressions organisationnelles. La question des incertitudes du marché, c'est le troisième point que cette étude nous montre. La mondialisation, la compréhension économique qui font qu'à un moment donné, sur la question du marché, on a des mutations importantes. Voilà, ça c'est des logiques qui bouleversent aussi les flux économiques et les flux organisationnels. Et enfin, quatrième grand bouleversement, la complexification et la diversification des tâches qui font qu'on travaille de plus en plus difficilement, de façon beaucoup plus complexe et sur des activités de plus en plus variées et moins monotones, mais en même temps, ça apporte un certain nombre de difficultés de compréhension et de mise en œuvre. Alors cette étude, elle nous montre, elle nous focalise bien sur le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, c'est important de travailler en termes de leadership? Parce qu'il faut effectivement répondre à ces problématiques-là, et on saute directement de la compréhension du pourquoi à la compréhension de qu'est-ce qu'il faut faire. Mais le comment n'est jamais abordé. Comment on y arrive n'est pas abordé. Alors on peut aussi regarder hein, sur les réseaux sociaux, par exemple dans les échanges sur les réseaux sociaux, 99% des échanges sont aussi très focalisés sur le pourquoi. Et donc, on va expliquer par exemple l'importance de la satisfaction professionnelle. Et donc les équilibres entre vie professionnelle et vie personnelle. Et c'est comme ça qu'on va se dire, bah voilà, c'est important de le faire. Donc là, on est bien sur l'objectif ou sur le bénéfice, mais pas sur le comment. On va aussi expliquer quelles sont les relations entre un certain nombre d'éléments et puis ce que ça va apporter, le plaisir au travail, la performance. Donc il y a un discours un peu général sur la question du bonheur au travail et le lien entre l'acuité et la performance est maintenant démontré. Il y a une grande étude qui vient de sortir sur le MIT qui nous montre qu'effectivement des salariés heureux sont moins malades, moins absents, plus loyaux, donc moins de turnover, plus productifs, plus créatifs. Alors ces études, elles sont extrêmement intéressantes parce qu'elles nous permettent aujourd'hui de mesurer de façon concrète et financière l'importance de la question du bonheur au travail. Et on change de modèle, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit aujourd'hui que c'est pas la performance qui amène le bonheur, c'est le bonheur qui amène la performance. Donc dans ce changement de paradigme, la question du bonheur au travail, c'est pas juste une question hédoniste ou culturelle, c'est une question économique et une question structurelle. C'est ça qui est extrêmement important aujourd'hui dans ce qu'on va faire. Et pour autant, quand on a dit ça, on ne s'est toujours pas penché sur le comment. Alors on commence à avoir quelques débuts de réponse sur la question du
comment. Là encore une fois, une autre étude de Harvard nous montre effectivement sur 724 hommes dans leur activité quotidienne qu'on a suivie pendant 75 ans. Donc on est sur une étude longitudinale qui a pour vocation de trouver la martingale quelque part des effets du bonheur. Comment ça s'est passé? Quelles sont les recettes du bonheur? Et ce qui ressort, c'est que ce sont ni la richesse, ni la célébrité qui permettent à quelqu'un d'être heureux. Alors on voit bien, par exemple, il y a d'autres études qui l'ont confirmé, en travaillant sur les questions des gagnants des loteries et qui ont pu voir qu'un gagnant du loto n'était pas forcément plus heureux avant ou après. Euh, donc du coup, qu'est-ce qui ressort et qu'est-ce qui est important? Et ce qui ressort, c'est un point fondamental et thématique, c'est la qualité des relations avec les autres. Ça veut dire qu'on s'est aperçu que la qualité des relations avec les autres permettait à un moment donné de garantir du bonheur, de la santé et de développer sa mémoire. Donc on a à un moment donné une transformation cognitive à partir du moment où on transforme nos relations avec les autres. Et ça, c'est vraiment le point fondamental qui ressort et qui commence à nous amener tranquillement vers la question du comment. Donc, en tant que leader, si je veux être heureux ou si je veux rendre heureux mes équipes et donc du coup développer de l'efficacité et développer de la performance, eh bien j'ai un certain nombre de clés de succès que je vous propose de voir ensemble et de cultiver ensemble. Alors, le premier élément, c'est pas forcément une clé de succès, mais c'est plutôt un prérequis dans le comment, c'est la question de la différenciation entre le management et le leadership. Management, c'est un mot français qui vient de ménage, managerie, manus, la main, réaliser, faire. Quand on est dans le management, on est autour des outils. Donc on est dans la capacité à un moment donné de pouvoir utiliser, mettre en œuvre, faire fonctionner des outils. Ça veut dire que je ne suis pas dans le comportement, mais bien dans les outils. Alors que le leadership, c'est le comportement. Alors on a plusieurs théories du leadership, vous allez me dire, et on va pouvoir effectivement les interroger. Ce qui est important, c'est que si on sort des théories du leadership, mais qui interrogent des éléments économiques, marketing, business, en fait, on est au centre dans le leadership, dans le comportement humain et dans le comportement d'un leader vis-à-vis de ses équipes ou vis-à-vis de soi-même. Or, si on regarde de près les formations qui sont réalisées aujourd'hui dans le développement des managers, les formations sont principalement réalisées autour de la connaissance d'outils, les entretiens d'évaluation, la conduite de réunion, la gestion du temps, même si quand on creuse un petit peu parfois, on a un peu de problématiques personnelles qui ressortent, mais l'orientation est principalement une orientation fonctionnelle, centrée sur la tâche et le travail, et donc sur le management. Alors non pas que ce ne soit pas utile pour un manager de savoir piloter, de savoir construire un indicateur, mais ce qui est plus utile peut-être, c'est de savoir donner du sens à son indicateur, de savoir choisir, de savoir décider, de savoir se comporter, et ensuite d'aller chercher les bons outils. Si je prends un exemple, vous êtes en formation et vous allez à un moment donné apprendre la peinture, on va vous donner les meilleurs outils, les meilleurs pinceaux, la meilleure gouache, les meilleures toiles, mais c'est pas pour autant que vous serez le meilleur Rembrandt ou le meilleur Picasso. Ce qui va faire la différence, c'est qu'est-ce que vous allez exprimer, qu'est-ce que vous allez transmettre, comment vous allez transmettre. Et à ce moment-là, effectivement, on passe dans le domaine du leadership. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir à un moment donné réussir à pouvoir être extrêmement heureux, se réaliser et en même temps contribuer en tant que leader à la réalisation de nos équipes. Et ces dimensions qui font ce leadership-là, ben, elles ont été décrites et en revue de littérature aujourd'hui, mais aussi d'expérience, parce que ça fait 15 ans que ces expériences-là sont menées dans le réel et dans le concret, et ben on retire cette grande famille, finalement, du leadership. Et c'est cette grande famille que je voudrais les partager avec vous. Première grande famille, c'est la question des émotions positives. Euh, on s'aperçoit que un leader qui est heureux, donc qui vit des émotions positives, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus apprécié des autres et qui fonctionne de façon plus facile et plus libre avec ses équipes. Donc, c'est quelqu'un qui est capable de développer un bonheur au sein des équipes. Alors, du coup, on va rentrer dans des domaines qui sont des domaines effectivement de développement de l'intelligence émotionnelle. Et comment est-ce qu'on peut faire? Alors, il y a plein d'outils et je n'aurai pas le temps dans ce webinaire de tous les développer. Pour autant, je voudrais juste vous en développer un, par exemple, qui est le fait de repenser chaque soir à 3 événements positifs. Vous allez me dire, c'est une pratique un peu niaiseuse parfois, peut-être, mais en tout cas, déjà, vous pouvez l'essayer pendant une petite
quinzaine de jours et puis voir comment c'est pas facile, ou déjà de vous apercevoir que c'est pas si enfantin que ça, et puis aussi de voir ce que ça procure. C'est quoi une émotion positive ou un événement positif? Ben, ça peut être simplement de se dire, ben voilà, après ce webinaire, je sors de mon bureau, il fait beau, il y a un beau soleil, et là je respire une bonne et goulayante happée de air frais, et je me dis, bah waouh, ça c'est un bon moment. Euh, et le fait de ramener de l'émotion positive sur le plan cognitif, ça permet d'ancrer à un moment donné de plus en plus d'émotions positives et d'émotions positives en émotions positives, eh bien on développe sa capacité à mieux fonctionner avec les autres. Alors il y a plein d'autres techniques possibles, comme la méditation pleine conscience, au sein de Cohésion internationale de bureau, on a des facilitateurs et moi-même je le suis en méditation pleine conscience. Mais pour le coup, pour l'avoir testé avec des comités de direction, avec des managers à titre individuel, quel que soit d'ailleurs leur niveau de management, que ce soit du management de proximité ou du management stratégique, on voit qu'il y a extrêmement de puissance dans ces outils qui sont finalement assez simples et faciles, mais parce qu'ils sont tirés des neurosciences et que pour le coup, il y a un impact important. On peut avoir plein d'autres éléments possibles, mais en tout cas, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'un manager qui a des émotions positives est un manager qui aide plus facilement les équipes et qui développe la coopération. Donc ça, c'est une première clé extrêmement importante à retenir. Deuxième clé, c'est l'équilibrage entre optimisme et pessimisme. Alors, être pessimiste quelque part, c'est plutôt intéressant parce que ça nous permet d'anticiper les dangers. Alors, dans les équipes où on a ce regard risque pessimiste, eh bien, on va effectivement éviter un certain nombre de dangers du projet qu'on va développer, et ça, c'est quelque chose de qualitativement intéressant. Pour autant, ne rester que dans cette partie, c'est pénalisant. Et équilibrer avec son optimisme, ça permet à un moment donné de créer une vision qui est plus large, donc d'être plus à l'écoute des solutions ou des opportunités, et donc du coup de développer à un moment donné la créativité et l'innovation. Alors, quand on est leader et qu'on veut développer ces éléments-là, bah, comment on fait? Puisque c'est bien ça le sens de notre webinaire, c'est le comment. Alors là, encore une fois, il y a plein d'exercices possibles, mais des explications, ou en tout cas une des solutions possibles, c'est de pouvoir mettre en œuvre dans nos équipes une démarche solution. Alors, c'est-à-dire que, par exemple, on va pouvoir se dire en réunion ou avec un collaborateur, eh bien, que toute problématique qu'il rencontre, c'est légitime, donc il peut l'exprimer, mais il se doit, en même temps qu'il exprime sa problématique, d'amener une solution ou un embryon de solution. À force de pouvoir s'exprimer en mode solution, eh bien, on va développer effectivement beaucoup plus d'éléments positifs et optimistes que d'éléments pessimistes. Donc ça, c'est une deuxième clé, développer, équilibrer et optimiste et pessimiste. Troisième clé intéressante, c'est la question du flux. Euh, Aujourd'hui, les théories de la motivation, on a formé des millions de managers aux théories de Maslow sur la motivation, avec la fameuse pyramide. On s'aperçoit que c'est plus du tout une théorie qui fonctionne, qu'elle est, on va dire qu'elle est dépassée et que pour le coup, elle est plus du tout d'actualité. Et ce que nous montre aujourd'hui la question du flux, c'est repérer les conditions où on a le maximum de satisfaction, donc du coup de bonheur, à travailler ou à effectuer une activité. Et on s'est aperçu que si on voulait pas avoir de l'anxiété ou de l'indifférence ou de l'ennui, eh bien, il fallait être dans des conditions optimales, c'est-à-dire dans des conditions où on maîtrise la situation au maximum, on a la meilleure compétence, et où on a le maximum de défis par rapport à cette situation. Et donc, il y a le maximum d'intérêt. Et de fait, on va vivre cette situation avec le maximum de flux, et donc, du coup, le maximum de satisfaction. Alors, quand on comprend ça en tant que leader, c'est extrêmement important, parce que ça veut dire que l'on va développer dans nos équipes les situations pour qu'au quotidien, ils remplissent ces conditions-là. Et comme on connaît les conditions maintenant de flux, et ben ça va nous permettre effectivement de pouvoir se dire, parfait, voilà les conditions que je vais créer pour mes équipes, et voilà comment est-ce qu'elles vont pouvoir se réaliser de la meilleure façon qu'il soit. Quatrième clé extrêmement importante, c'est la question du sens. Alors la question du sens, c'est souvent une injonction, parce qu'on entend les équipes qui disent oui, ça n'a pas de sens, je comprends pas, c'est quoi le sens, il n'y a pas de stratégie, mais comment on fait? Et finalement, ça devient pour les leaders que nous sommes une vraie difficulté. Et moi, je l'ai ressenti aussi dans mes expériences précédentes et dans les équipes que j'ai eues à manager. On me disait toujours, mais il faut donner du sens. Et je ne savais pas ce que ça voulait dire ou comment faire.
Les dernières études nous montrent que pour donner du sens, en fait, il faut que chaque personne intègre à quoi elle sert et ce qu'elle sert. Donc c'est la relation de service qui est au centre du sens. Si je suis capable en tant que leader d'éclairer cette relation de service, alors j'augmente la question du sens. Et on s'aperçoit que quand on traduit concrètement l'action sur la question de service, eh bien, le sens et cette relation-là provoquent chez les collaborateurs plus d'engagement et plus de fidélisation. Or, comme on sait que garder les personnes qui sont les plus performantes, c'est toujours compliqué, que garder des générations Z qui sont à la fois en train de zapper rapidement, etc., c'est compliqué. Et bien, quand on développe le sens, on les conserve, on a moins de turnover, on a plus d'engagement, et donc du coup, bah, économiquement, on s'en porte bien mieux. Si effectivement, dans une génération Z qui fonctionne très vite, il y a du sens à un moment donné, puis il n'y en a plus après, bah, c'est une génération qui va vite partir ou vite zapper sur d'autres choses, être compliquée à pouvoir motiver. Donc cette question du sens et du service, c'est une question centrale. Qu'est-ce que je sers et comment je sers? Cinquième clé importante, c'est la question de l'alignement. En fait, qu'est-ce que c'est que l'alignement? C'est l'exemplarité. Et on connaît aujourd'hui les effets de l'exemplarité. Qu'on soit exemplaire ou pas, c'est une question de jugement, mais l'exemplarité en tant que telle, les collaborateurs qui voient leur leader et leur manager font qu'à un moment donné, ils vont avoir une stratégie d'apprentissage par copie. C'est-à-dire que quand je vois la personne qui se doit d'être exemplaire, eh bien, je vais m'identifier à elle et je vais être capable de copier son comportement. Donc c'est pour ça que la question de l'exemplarité est importante. Mais tout le défi, c'est comment être exemplaire, parce que très souvent, dans les enquêtes d'opinion ou dans les enquêtes qu'on peut faire auprès des collaborateurs quand on effectue des 360 degrés, on s'aperçoit que les personnes se disent ah oui mais moi mon manager il n'est pas exemplaire et le manager il dit oui moi je ne sais pas faire comment être exemplaire. Et en fait il y a une technique qui s'appelle la technique d'alignement qui permet de prendre conscience et de mettre en œuvre tout simplement un alignement entre ses valeurs, ses pensées, ce à quoi on croit, ce que l'on pense dans son organisation et son comportement effectif et réel qui est vu par le collaborateur et qui lui permet d'avoir une représentation et une mise en œuvre de son exemplarité. Alors pour le coup, pour être exemplaire, il faut que je sois aligné et quand je suis aligné et ben, du coup, je vais développer, des relations cohérentes avec mes collaborateurs, avec mon environnement. Je vais développer une prise de décision qui est plus rapide, plus adaptée, plus, fine, et une pensée critique créatrice. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire qu'un leader, il se doit de sortir de la boîte, il se doit de transgresser positivement les règles. Or, c'est ça qu'on appelle la pensée critique créatrice. C'est-à-dire qu'il est capable de réinterroger son environnement en permanence, parce qu'il est aligné et parce que pour le coup, il est exemplaire. Et de fait, il peut trouver des solutions qui sont des solutions meilleures, plus rapides, sans être en situation de contrainte. Donc sans se sentir stressé et sans être dans une situation de pression. Alors évidemment, il y a les organisations qui sont moins libertaires, si je puis dire, par rapport à ces questions-là. C'est-à-dire qu'elles elles mettent plus de contraintes, plus de difficultés auprès des personnes. Et c'est bien compréhensible. Il n'empêche qu'en tant que leader, on se doit vis-à-vis de ses équipes de pouvoir être aligné pour permettre dans un espace déjà relativement visible d'avoir cette expression d'alignement et puis soi-même bah, de jouer cet alignement avec son propre patron et d'aller voir auprès de lui ce qu'il en est. Sixième clé et avant-dernière clé, c'est la question de la coopération. Ce qu'on repère auprès des leaders des leaders qui sont heureux et des personnes qui sont heureuses, c'est une posture de coopération et pas de compétition. La coopération permet un meilleur bien-être et donc du coup une meilleure santé et une meilleure performance. La compétition amène de la tension, du conflit, de la sous-performance collective. Alors là, il y a un vrai enjeu sur la question de la coopération et là encore une fois, la question du comment est extrêmement importante. Comment est-ce que je crée de la coopération?
Alors, encore une fois, il y a plein de réponses possibles et plein d'éléments de formation. Ça nous prendrait plusieurs jours, en fait, pour pouvoir l'acquérir, pour peu qu'on n'ait pas ces réflexes-là. Et l'objet, bah, c'est pas de pouvoir y passer ce temps-là, mais en tout cas, c'est de vous éclairer sur quelques éléments simples, mais qui pour autant sont faciles d'accès et qui pour autant sont extrêmement puissants. Première chose, c'est quand je suis en compétition, c'est que à un moment donné, je ressens un besoin qui n'est pas assouvi et donc du coup, j'ai peur. Donc premier élément, pour ne pas être en compétition, c'est d'activer des éléments qui vont vaincre la peur que j'ai de l'autre, de mon environnement, que je sens compétitif. Et pour vaincre cette peur-là, j'ai plusieurs éléments possibles. Un élément possible, c'est vivre des bons moments ensemble, c'est-à-dire en fait d'activer des moments informels. Alors en tant que leader, c'est à ma portée de pouvoir au sein de mes équipes créer des éléments informels de type petit déjeuner informel, début de réunion informelle sans tout de suite rentrer dans la question de ce que je vais faire directement, éléments informels avec un repas informel. Bref, est-ce que moi, leader, je crée ça au sein de mes équipes? Donc, est-ce que je crée des temps et des espaces et des lieux pour permettre l'informel de façon assez régulière? Deuxième élément qu'on peut développer, c'est le co-développement et le partage de pratiques. Donc, c'est développer des éléments structurels et organisationnels qui permettent cette rencontre et des processus facilités de coopération. Et là, on va toucher à toute la question de l'intelligence collective et des outils d'intelligence collective. Il existe plein d'outils d'intelligence collective, comme le World Café, comme le forum, voilà, comme un certain nombre d'autres outils. Tous ces outils à disposition me permettent de créer de la coopération. Alors, pour avoir un panel plus large, hein, si vous le voulez, de tous ces éléments-là, euh, nous avons au sein du bureau décidé en fait de partager nos outils et ces réflexions. Et donc, pour répondre à des questions peut-être plus spécifiques que vous pouvez vous poser ou plus directes ou sur une situation que vous rencontrez, on a créé au sein de Cohésion Internationale ce qu'on a appelé les rendez-vous experts pour permettre à chacun de pouvoir avoir accès à un expert, bien sûr gratuitement et juste dans l'idée de pouvoir échanger et de pouvoir transmettre une partie de notre savoir, enfin une partie, la totalité de notre savoir, mais une partie d'échange avec des opérationnels ou d'autres personnes. Et donc vous verrez s'afficher en bas le petit lien que vous pouvez solliciter et avoir accès à 80 experts qui pourront vous répondre et notamment vous dire, ben voilà, en termes d'intelligence collective, selon votre situation, voilà l'outil que vous pouvez utiliser et voilà comment l'utiliser. Enfin, je suis dans la parenthèse, mais c'est important que vous puissiez vous dire qu'à un moment donné, cette accessibilité-là, elle est vraiment offerte à tout un chacun. Et enfin, dernière clé que l'on va pouvoir avoir, c'est la question de la reconnaissance. La question de la reconnaissance, ça développe effectivement des sentiments qui permettent de fidéliser les collaborateurs, de fluidifier les points de vue divergents et donc de fait d'éviter les conflits. On sait que les situations de conflit vont créer de la régression, vont créer de la surconsommation et que c'est extrêmement difficile et dommageable. Et dans les organisations, on passe beaucoup de temps à régler les conflits. Or là, pour le coup, cette dimension-là va permettre en tant que leader d'éviter ces conflits. Et comment on va le faire? Eh ben, tout simplement, il y a un point important que vous allez pouvoir développer, c'est la question de l'empathie et c'est la question de la bienveillance. Alors, pour travailler son empathie, ben, il faut travailler le décryptage que l'on connaît des émotions des autres. Donc, c'est s'entraîner hein, ce décryptage d'émotions. Et c'est aussi connaître les 5 dimensions de l'intelligence émotionnelle et travailler ces dimensions, dimension par dimension, pour essayer effectivement d'acquérir cette dimension de bienveillance et d'empathie qui permet à un moment donné d'avancer sur un bonheur, bonheur personnel et bonheur collectif par rapport aux équipes. Et vous voyez que les deux sont intimement liés parce qu'un leader empathique et bienveillant est à 70% plus heureux que quelqu'un qui n'est pas empathique ou qui n'est pas bienveillant. Et donc là, on voit qu'on a un bras de levier sur la sensation du bonheur qui est extrêmement importante. Et de fait, un leader qui est bienveillant crée auprès de ses équipes plus de facilité pour émerger la coopération et pour faire émerger d'autres comportements qui favorisent le bonheur. On est sur une spirale vertueuse et c'est ça qu'on va aller chercher. Alors, de la même manière, ce que je propose, c'est de faire un petit essai, un petit exercice pour pouvoir effectivement ressentir un petit peu ce qu'il en est. Et on va tester ensemble ce qu'on appelle la rétroaction faciale. Je vous propose de prendre un stylo. Vous devez probablement avoir
à côté de vous et de ce webinaire un stylo qui traîne. Donc voilà, je vous laisse quelques instants pour pouvoir vous en saisir. Et puis ensuite de coincer ce stylo entre votre lèvre supérieure et votre nez. Voilà, comme ceci, de façon à pouvoir laisser apparaître le stylo de cette façon. Et puis maintenant de vous recentrer sur vous-même et de vous dire, voilà, moi à cet instant, qu'est-ce que je ressens? Voilà, laissez-vous pénétrer un peu par cette sensation et qu'est-ce que je ressens? Et puis ensuite, nous allons faire un deuxième exercice, toujours avec votre stylo, et vous le mettez entre vos dents. Donc, vous coincez votre stylo entre vos dents, et de la même manière, vous prenez quelques instants pour vous dire qu'est-ce que je ressens. Quelles sont à ce stade-là la sensation que vous éprouvez en termes d'émotions, de sensations intérieures. Alors là, il y a deux choses qui peuvent se passer. Soit vous ne voyez pas de différence, ou vous n'arrivez pas à sentir ce qui se passe, et pour le coup, bah, voilà, ça veut dire qu'il y a peut-être un petit peu de travail à faire sur la première dimension de l'intelligence émotionnelle pour pouvoir avoir accès plus facilement et plus en profondeur à cette notion émotionnelle. Et ensuite, pour ceux qui ont réussi à faire cette distinction, ah bah oui, je vois là que dans le chat, il y a quelques-uns d'entre vous qui ont bien senti la différence. Eh bien, par rapport à cette distinction, vous allez pouvoir, à un moment donné, vous dire que effectivement, la question de l'émotion n'est pas la même à partir du moment où mon physique n'est pas le même. Je m'explique. Quand vous faites la première situation, vous avez une petite moue. Et cette moue, elle va déclencher plutôt une émotion d'attente, de retrait, voilà, une émotion qui n'est pas forcément l'émotion du bonheur. À l'inverse, quand vous avez le stylo de l'autre côté, vous allez forcer vos zygomatiques à pouvoir être plus en ouverture, plus en sourire, et donc du coup, vous allez créer plutôt du bonheur. Alors, ce que nous montrent les sciences cognitives, c'est que l'émotion, elle va avoir un impact sur le physique, c'est-à-dire que quand vous êtes heureux, vous allez sourire, mais le physique a un impact sur l'émotion. C'est ça la rétroaction faciale. C'est qu'en fait, le physique a un retour, il va nourrir la zone neuronale du bonheur. Donc, si vous vous forcez à avoir un petit rire, ou en tout cas un sourire, ou un micro-sourire pour commencer, eh bien, vous allez stimuler votre zone du bonheur. Et en stimulant votre zone du bonheur, vous allez être plus heureux. Et donc, on est sur un cercle vertueux qui va vous permettre d'avancer. Voilà un petit exercice, on va dire, qui permet de traiter la question de cette capacité à un moment donné individuelle à pouvoir, en tant que leader, être plus heureux et créer le bonheur en face de nous. Et un des exercices que vous pouvez faire en équipe, là encore une fois, pour aller dans le comment, c'est ce qu'on appelle la météo du jour. Vous demandez à vos équipes, par exemple, lors d'une réunion pour démarrer, comment ils se sentent aujourd'hui. Et certains vont vous dire, moi, c'est le plein soleil, d'autres vont vous dire, c'est le plein orage. L'important, c'est pas de rentrer dans pourquoi je suis comme ça, mais c'est bien de sentir comment je suis. Qu'est-ce que ça nous apporte? Il ne s'agit pas là, dans cet outil de leadership, de faire une thérapie de groupe. Il s'agit tout simplement de pouvoir faire prendre conscience au groupe qu'il y a des gens qui sont dans le bonheur et d'autres qui ne le sont pas. Et cette prise de conscience va changer littéralement le fonctionnement du groupe. C'est-à-dire que naturellement, à titre individuel et par empathie, quand je vais voir qu'il y a des gens qui ne vont pas bien, je vais faire attention dans mon comportement à être moins dans un comportement d'agression qu'un comportement de bienveillance. Et donc, du coup, dans un comportement plutôt de coopération que dans un comportement de micro-compétition, voire de compétition. Et c'est à force de répéter ce genre d'exercice, alors ce n'est qu'un exemple là bien évidemment, mais on a plein d'autres exercices à vous proposer, mais c'est à force de répéter ce genre d'exercice que vous allez créer en tant que leader les conditions du bonheur. Et comme on l'a vu tout à l'heure, quelqu'un qui est plus heureux et quelqu'un qui est plus efficace. Donc, plutôt qu'aller chercher à un moment donné tout de suite de la compétition, de la centration sur l'objectif, sur la performance, on va aller chercher des éléments sur la sensation, sur le bonheur, qui vont déclencher derrière des meilleures relations, une meilleure coopération, une meilleure intelligence collective, et donc du coup plus d'efficacité, plus de performance. Dernier exercice que je peux vous proposer, que vous pouvez tester, c'est la question de la reconnaissance et la question de la gratitude. En fait, qu'est-ce qu'on voit? On voit que dans cet exercice, qui est un exercice de bien-être social, la gratitude et la reconnaissance a un impact positif sur ma propre santé physique et mentale. Quand je suis en reconnaissance vis-à-vis des autres, en gratitude, je vais à un moment donné ressentir plus de bien-être
Et de bien-être en bien-être, je vais accumuler des sensations positives. Et donc, je vais être plus heureux. De la même manière, un collaborateur qui ressent plus de gratitude, plus de reconnaissance, va lui aussi ressentir beaucoup plus de bien-être. Alors, on peut se poser la question, et moi je me suis la posée ce matin, comme je vous propose de le faire pour vous aujourd'hui, c'est de vous dire, bah, quelles sont les paroles positives que vous avez dites ou que vous pourriez dire aujourd'hui à vos collègues et vos collaborateurs. Paroles positives authentiques, dénuées d'intérêt, c'est-à-dire pas une parole pour dire c'est super, bravo, mais est-ce que tu en es, où est-ce que tu en es de ce dossier, mais vraiment quelque chose qui permet d'être dans la pure gratitude. Ou à l'inverse, si c'est très difficile pour vous, de vous poser la question de quel effort je peux faire pour ne pas prononcer des paroles négatives vis-à-vis de mes collègues collaborateurs. J'ai envie aujourd'hui de dire quelque chose à quelqu'un. J'ai eu ce matin un collaborateur à qui je voulais faire part de mon mécontentement. Bah, je me suis dit, tiens, je vais penser à ne pas le faire part. Je vais plutôt lui dire sur un plan positif comment est-ce qu'on pourrait dépasser cette action-là. Et du coup, je me suis aperçu que la relation était bien meilleure et que pour le coup, j'arrivais à le mettre en énergie et que pour le coup, ce qui m'a produit était une très bonne tenue. Donc moi, je vous engage à tester ça. Et il y a un élément qui est important à prendre en compte. C'est qu'en fait, on pense souvent que c'est parce que je pense à quelque chose ou que c'est mon attitude auquel je fais référence et que ça va changer mon comportement. Or, un comportement, il change d'abord, et ça, ce sont les travaux de psychologie sociale qui nous l'apprennent, et un comportement entraîne d'abord un changement d'attitude et c'est pas l'inverse. C'est pas parce que je pense aux choses que je vais changer, mais parce que je fais quelque chose que je vais changer. Donc, on a intérêt à pratiquer. C'est bien la pratique de la reconnaissance qui fait qu'à un moment donné, je vais être convaincu que ça marche, que je vais ressentir du bonheur. Donc, pratiquez, essayez, et vous verrez que ces éléments de gratitude ou de reconnaissance, ça ne va pas vous coûter grand-chose et ça va vous permettre à un moment donné de pouvoir avoir plus de sensations positives, que vos collaborateurs vont en avoir plus aussi. Voilà quelques petits exercices à partager, anodins, que souvent on met en scène avec plein d'autres exercices dans des situations de développement du bonheur auprès de nos clients, mais aussi auprès des gens qu'on accompagne. Et on voit que effectivement, ces 7 éléments clés de développement du comportement de leadership apportent beaucoup plus que la compréhension d'un outil technique qui nous permet de rendre une réunion efficace. Oui, c'est nécessaire, mais c'est pas suffisant. Donc avoir un focus à un moment donné en termes de développement du leadership sur ces dimensions-là, qui sont les dimensions que la science nous apprenne et qui du coup nous permettent d'avoir une prédictivité sur la performance, c'est essentiel aujourd'hui. Voilà. Alors, pour conclure, parce que je vois aussi qu'il y a un certain nombre de questions là que vous avez posées en termes de webinaire auxquels je me suis efforcé de répondre. Pour conclure, je voudrais vous proposer, parce que une petite expérience finalement, quand on a décidé de faire ce webinaire ensemble et de partager ces recherches et notre expérience sur le sujet, on s'est dit que finalement on pouvait aller plus loin. Et on pouvait aller plus loin en essayant de partager ensemble ou de co-créer ensemble des situations d'apprentissage entre managers, chefs d'entreprise que nous sommes et chefs d'entreprise, et de se dire que ce corpus-là pouvait être quelque chose qui pouvait être utile sociétalement à l'ensemble des managers que vous êtes. Et donc de partager ensemble un modèle de leadership efficient et durable, que nous on a surnommé un modèle de leadership humaniste, et qui permet d'apporter une vraie contribution de développement à la fois des hommes et des femmes, mais aussi de l'efficience des organisations. Et pour ce faire, on a entrepris de développer, et c'est déjà débuté, un outil pédagogique qui permet de repérer toutes ces dimensions, de les rendre très concrètes et de repérer les situations pédagogiques qui permettent de développer auprès de managers, de chefs d'entreprise, ces situations et de le rendre, on va dire, public, de façon à ce qu'il y ait un vrai bras de levier. Donc, si ça vous intéresse, je vous propose de prendre contact avec nous à travers le lien que vous allez voir apparaître en dessous ce webinaire et à travers donc du coup les rendez-vous experts et de pouvoir vous dire bah voilà quelles contributions vous pourriez donner, comment on peut les changer et cette communauté qui va se former bah voilà pour être dépositaire à un moment donné de ce travail-là.
Et par ailleurs, bien évidemment, si le cœur vous en dit ou si vous avez des situations particulières auxquelles vous vous intéressez et que vous interpellez sur quelle expérience a déjà été faite dans telle ou telle situation pour développer le leadership de demain humaniste et du coup d'avoir de l'efficience durable et mesurée, eh bien, nos experts sont là pour vous permettre de façon totalement désintéressée et gratuite de pouvoir répondre à vos questions. Voilà, écoutez, je suis au bout de cette présentation qui, j'espère, n'a pas trop duré et qui vous a pas pris trop de temps. Euh, nous sommes, nous, conscients qu'on est à l'aune d'un bouleversement des modèles de leadership et de la compréhension, que les sciences du bonheur nous apportent cette compréhension aujourd'hui et que ça serait vraiment dommage de ne pas les utiliser à la fois pour rendre heureux nos équipes, à la fois pour soi-même être beaucoup plus heureux et à la fois pour pouvoir développer de la performance. C'est un peu la quadrature du cercle, mais en même temps, on a la sensation et on a aussi l'expérimentation que ça fonctionne. Alors, si vous aussi vous voulez aller un peu plus loin, eh bien, voilà, pourquoi pas partager ensemble. Merci encore.